Eugénie Bastier. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. Donc on est là pour parler de ton livre qui vient de sortir, qui s'appelle Adieu Mademoiselle, la défaite des femmes, et qui est sorti récemment aux éditions du Cerf. Alors c'est un livre qui a fait une petite polémique déjà depuis quelques semaines, en tout cas d'après ce que j'ai vu dans la presse, dans les médias, sur internet. Et la première chose qui m'a étonné, parce que j'avais lu des articles avant de lire le livre, et j'ai lu le livre ensuite, je l'ai lu il y a quelques jours, c'est qu'on te colle toujours cette étiquette de catho-réac. Alors bon, pourquoi pas, mais le seul problème avec cette étiquette, c'est que quand on lit ton livre, on voit que il y a deux problèmes. Le côté réac, on voit que tu as quand même une vision assez, moi je dirais plutôt pragmatique qu'idéologique sur des questions comme le port du voile, comme l'avortement, c'est-à-dire c'est très nuancé, c'est très subtil, c'est pas du tout quelque chose de dogmatique, donc on peut pas dire que ce soit réac, comme on peut pas dire non plus que ce soit progressiste. Et puis le côté catho, oui, tu fais mention une ou deux fois de ton identité religieuse, mais il me semble que en fait le côté catholique n'intervient jamais dans ton raisonnement. Est-ce que je me trompe? Non, mais justement j'essaie dans ce livre d'avoir un raisonnement fondé sur la raison et ne pas être dans le prosélytisme, parce que mon objectif c'est de convaincre le maximum de monde, et donc je ne pars pas d'arguments métaphysiques ou qui aura rapport à ma foi, même si elle irrigue évidemment ma pensée, mais c'est vrai que j'ai été très très vite cataloguée dans une case. On a voulu à tout prix me mettre dans la case catho-réac. C'est pas surprenant parce que je pense quand même que le féminisme et la critique du féminisme est extrêmement tabou aujourd'hui. Je dirais qu'on est dans la critique du féminisme aujourd'hui au niveau où on était sur la critique par exemple de l'islam ou de l'immigration il y a 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que ça reste un sujet où l'hégémonie culturelle de la gauche libertaire est quand même extrêmement prégnante, et la remise en question n'en est qu'à ses débuts. Et finalement, c'est un sujet, je me suis rendu compte, très très sensible. Et on est très très vite ramené à des fantasmes ou à des caricatures. Et faire entendre une parole subtile sur ces sujets est particulièrement difficile. Oui, d'autant que les journalistes ont aussi tendance, ensuite, peut-être même aussi avant d'avoir lu le livre, à te ramener à tes amis, à tes réseaux professionnels ou amicaux, à tes fréquentations. Et souvent, le catalogage des gens, malheureusement, se fait non pas sur leurs idées et leurs écrits, mais sur leur réseau social. Est-ce que tu as aussi eu l'impression? Oui, après il y a la case Manif pour tous, évidemment, voilà. Puisque on a dit que j'avais participé à la Manif pour tous, ce qui est vrai, même si j'en ai jamais été militante active. Et c'est devenu un espèce de marqueur infamant pour une partie de la gauche. Et finalement, toute personne qui émerge de ce réseau est cataloguée catholique réactionnaire. Donc je crois qu'il y a ce marqueur-là qui est très très prégnant, qui est très très sensible. Même si, encore une fois, moi j'ai pas été une grande militante active de la Manif pour tous. Disons même que j'étais très sceptique au début du mouvement. Je me suis rapprochée ensuite, notamment avec les personnes avec qui j'ai fondé la revue Limite, des veilleurs notamment, qui avaient créé ce mouvement un peu alternatif, qui ne se fondait pas uniquement sur la critique de l'autobira, mais qui élargissait cette critique à l'ensemble de la civilisation libérale libertaire. Et finalement... Mais qui manifestait de manière différente, alors faut peut-être le préciser. Oui, qui manifestait de manière différente, c'est-à-dire pacifique, de manière assez intellectuelle, donc, qui se plaçait délibérément sur le terrain du combat culturel, avec un militantisme assez nouveau, puisque ça consistait à lire des textes sur la place publique, des textes d'auteurs que j'affectionnais, que ce soit Peggy, Bernanos, Pasolini, et voilà, une approche vraiment culturelle et intellectuelle du combat, qui m'a séduite en effet, puisque le côté purement militant de la manifestation pure a son utilité, mais j'en voyais aussi les limites, et j'ai été séduite par cette volonté de faire une critique systématique et globale d'une civilisation, et pas seulement d'une loi ou d'un aspect politique. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est un sujet tabou qui tend vite à stigmatiser ceux qui s'y attellent. Du coup, j'ai envie de poser une question un peu délibérément sexiste, mais j'espère que tu n'en prendras pas ombrage. Est-ce que c'est quand même pas plus facile, malgré tout, d'articuler cette critique du féminisme que tu fais quand on est femme, jeune et jolie, plutôt que quand on est moche, vieux et vilain? Oui, je pense qu'il y a ce qui agace particulièrement, notamment les féministes, c'est qu'une femme prenne la parole sur ces sujets, ne soit pas
dans l'unanimisme féministe tel qu'il se déploie aujourd'hui, qui est une idéologie extrêmement systématique, extrêmement à la fois groupusculaire et institutionnelle. Et c'est vrai qu'il y a une espèce... les féministes postulent une espèce de solidarité féminine sur ces sujets-là. Et donc je pense que j'apparais un peu comme une traître, quelque part, c'est-à-dire une traître à la cause. Parce que je suis une femme qui ose critiquer le féminisme. Et peut-être que ça explique en partie la virulence des attaques. Et dire, j'ai noté ça avec un peu d'amusement, c'est-à-dire que les articles sur mon livre, tous les articles positifs ont été systématiquement écrits par des hommes et tous les articles négatifs systématiquement écrits par des femmes. Il n'y a pas d'exception. Tiens, donc il y a une espèce de... Voilà, toutes celles qui m'attaquent sont des femmes, généralement voilà, des féministes. Et il y a plus une bienveillance du côté masculin. Dans la rhétorique de certaines féministes américaines, on rappellerait une collabo. Hein, oui, c'est ça, oui, je suis une traître. Tigre, Atkinson, ou mais c'est parce que tout le principe même de l'idéologie féministe, c'est postuler qu'il existe un peuple unique féminin, enfin un peuple de femmes qui aurait les mêmes intérêts. Ce qui est un peu paradoxal, parce qu'à la fois, la femme n'existe pas pour les féministes, c'est une construction sociale. Donc la femme n'a pas d'existence, n'a pas de substance, et en même temps, il convient aux femmes de se sentir solidaires et d'appartenir à un peuple qui aurait les mêmes intérêts, les mêmes objectifs et les mêmes ennemis. Exactement, c'est ce que tu dis d'ailleurs au sujet d'un mot, je ne sais pas si c'est toi qui l'as inventé, le najatisme comme idéologie d'État. Tu le définis comme un féminisme schizophrénique qui se constitue à la fois comme un refus de la différence sexuelle et comme une exaltation de la cause abstraite des femmes. Donc c'est ce paradoxe-là. Oui, c'est ça, et le paradoxe il culmine à mon avis avec ce qu'on appelle, avec la parité, quoi. C'est-à-dire que la parité, c'est l'idée que parce qu'on appartient à une caste qui est les femmes, on aurait un espèce de passe-droit de l'égalité républicaine et méritocratique. Mais cette caste des femmes n'existe pas, c'est-à-dire qu'en fait on appartient à une étiquette qui convient par ailleurs de déconstruire. Donc la parité finalement réussit l'exploit de lier dans la femme à la fois l'universel et le particulier. C'est un peu le même problème que dans l'antiracisme et les races qui n'existent pas. C'est un peu le même problème que, en tout cas pour la discrimination positive, c'est-à-dire de dire que l'identité n'existe pas et qu'en même temps certaines identités comme elles existent de facto doivent servir de tremplin ou de passe-droit. Et c'est assez schizophrénique. Parce que quand tu dis que tu as été contesté et attaqué, tu as même été attaqué physiquement au moins une fois, d'après ce que j'ai vu. Oui, j'ai été entartée par... C'était par qui? J'ai vu les images, mais il n'y a pas d'explication. C'était lors d'un débat où j'étais face à Caroline Dehaas et Rokhaya Diallo, donc deux épigones du féminisme contemporain qui ont des positions assez différentes, mais qui partagent quand même un certain nombre de présupposés. Et en fait, voilà, j'ai été attaquée par des féministes... LGBT qui m'ont en fait entarté. D'accord, il n'y a pas un groupe qui a revendiqué. Il n'y a pas eu de revendication a posteriori, mais disons que vu leur slogan, je pense que ce qu'elles me reprochaient, c'était voilà, la manif pour tous. C'était des féministes un peu du genre assez extrémistes. C'était assez vague, elles avaient des masques d'Éric Zemmour d'ailleurs. Ah bon? Mon Dieu. Donc elle m'avait assigné à Éric Zemmour. Alors que bon, on ne tient pas exactement à la même position. Non, il y a même des points où c'est carrément le contraire presque. Moi, en fait, là où je suis pas d'accord avec Zemmour, c'est sur sa thèse de la féminisation de la société. Je pense qu'on tend plus vers une indifférenciation libertaire que vers une véritable féminisation. Est-ce que c'est pas un problème de mots? Est-ce que c'est pas dire un petit peu la même chose? Parce que sa féminisation, en grande partie, c'est dans son, comment on appelle ça, c'est dans le premier sexe, hein. C'est une dévirilisation surtout. Donc la dévirilisation, mais il y a aussi une déféminisation dans le sens, par exemple, dans la négation de la maternité qui est à l'œuvre aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et je pense pas qu'on puisse parler véritablement de féminisation à l'heure où, au contraire, on demande aux femmes d'être des hommes comme les autres, c'est-à-dire de travailler. Et même le système libéral et le culte de la performance, de la productivité, j'ai pas l'impression que ce soit des valeurs féminines. C'est-à-dire que oui, il y a une certaine... Quand on dit Big Mother, l'État maternant, très bien, mais il y a aussi une violence du marché, la marchandisation du monde. Oui, c'est vrai, qui pourrait éventuellement être le capitalisme, la marchandisation du monde, c'est pas des valeurs qui sont féminines. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai fait dans le Figaro hors-série qui va sortir sur Houellebecq, j'ai fait un papier sur Houellebecq et les femmes, où j'ai essayé d'expliquer un peu le rapport ambigu qu'entretient Houellebecq avec les femmes.
Et lui, il décrit un monde justement où c'est la femme et la mère qui disparaît justement. C'est toute la perte de la mère, c'est pas la perte du père. Oui, oui. D'ailleurs, dans un de ses romans, c'est cette situation-là précisément. La mère qui abandonne. Alimentaire, voilà. C'est toute une critique justement de la disparition de la femme et de la mère qui a abandonné son destin de mère et qui a sacrifié. Et qui en plus est une mère féministe, d'une certaine manière. Oui, c'est ça, c'est une critique féministe, c'est-à-dire que c'est la mère 68 qui a sacrifié sa descendance à son désir. Et qui a abandonné sa vocation de mère. C'est justement c'est la disparition de la tendresse, de la maternité, tout ça c'est décrit chez Houellebecq. Donc je ne crois pas vraiment qu'on soit dans une féminisation de la société. C'est vrai. Mais Houellebecq, justement, parlons-en, parce que tu en parles dans ton livre. Tu fais référence notamment à son dernier roman Soumission, que tu vois plus comme un roman misogyne qu'islamophobe, étant donné qu'effectivement il y a cette figure-là qui revient toujours, et tu pars du principe, discutable peut-être, que des exemples littéraires peuvent suffire à nous apprendre quelque chose sur l'époque dans une optique comparative, puisque tu compares finalement Balzac et Houellebecq, et en les comparant tu compares leur époque. Est-ce que c'est pas un peu réducteur, parce qu'on pourrait trouver un contemporain de Balzac qui aurait écrit quelque chose de beaucoup... Oui, mais comment... Enfin, c'est-à-dire que, disons, dans leur côté paradigmatique, Balzac et Houellebecq ont quand même décrit la comédie humaine de leur époque c'est vrai, c'est de façon incomparable. Des romanciers sociologues un peu. Ce sont des sociologues, et d'ailleurs je pense que la vraie sociologie, c'est la littérature, puisque c'est celle qui permet de décrire avec le plus de précision les rapports humains. Et dans cette optique-là, dans la comédie humaine de Balzac et la comédie humaine de Houellebecq, montre quand même une différence de la place de la femme dans la société absolument radicale. C'est-à-dire que chez Balzac, la femme, elle est au centre du jeu social, elle est à la fois elle est séductrice, elle manigance, c'est la femme de cœur, la femme de tête. Il y a Esther, Laurence de Saint-Cygne, et chez Houellebecq, la femme est quand même réduite à une pute ou à une emmerdeuse. Et finalement, il y a une espèce de réduction totale de l'imaginaire féminin qui me paraît symptomatique de ce qu'a provoqué le féminisme dans l'imaginaire, c'est-à-dire une dévalorisation de la femme et de la place de la femme dans la société. Oui, mais est-ce que la comédie humaine de Balzac, qui est quand même un panorama social beaucoup plus large, sociologique beaucoup plus large en termes de classe, de région, est-ce qu'on puisse trouver les images de la femme du 19e, ça je veux bien le croire, mais chez Houellebecq c'est quand même beaucoup plus limité. J'ai l'impression, il me semble avoir à peu près tout lu de lui, que la population humaine dont il parle est beaucoup moins variée que dans la comédie humaine de Balzac. On retrouve toujours le même profil de femme, parce que c'est toujours un petit peu les mêmes classes sociales, les mêmes groupes, les mêmes communautés, non ? Est-ce qu'on n'a pas la classe moyenne blanche d'une certaine tranche d'âge ? Chez Balzac aussi, c'est quand même la bourgeoisie, ça dépend il y a un peu d'aristocratie, mais bon, je pense que dans le spectre sociologique, c'est pas non plus extrêmement large chez Balzac. Et chez Houellebecq, il y a quand même différents portraits de femmes. Il y a la prof de lettres désabusée, il y a la musulmane, il y a la pute thaïlandaise, il y a la... Oui, c'est vrai, il y a l'artiste, la journaliste, il y a plein de... Oui, mais... non, mais disons, je prétends pas réduire toute l'histoire de la littérature et du féminisme à Balzac et Houellebecq, mais disons que je trouvais que cette comparaison était symptomatique de ce qu'a produit le féminisme dans l'imaginaire, notamment littéraire, c'est-à-dire une espèce de... Oui, je pense que le féminisme crée de l'antiféminisme. Oui, ça c'est effectivement une de tes thèses que tu exposes au début, ce post-féminisme. Alors ça c'est une question aussi. Tu parles de temps en temps de néo-féminisme, mais tu parles surtout de post-féminisme. Alors pourquoi ce terme-là ? Ça veut dire que c'est plus une nouvelle forme, ça n'en est déjà plus. Disons que je voulais distinguer... je voulais distinguer le féminisme tel qu'il se déploie aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler une forme de najatisme, c'est un féminisme à la fois groupusculaire et institutionnel, qui se répand dans les ministères, qui est une espèce de bonne parole féministe très pauvre intellectuellement, mais en même temps extrêmement idéologue. Je voulais le distinguer du féminisme historique qui était en effet
très pensée. C'est un peu comme si on comparait la pensée de Marx avec Nuit debout, quelque part. D'accord, oui, je comprends. Ouais. Il y a une continuité. On passe de la dialectique argumentée mais il y a à quelque chose, l'idéologie il y a quelque chose de très postmoderne en fait dans le féminisme contemporain. Si on définit avec McIntyre la postmodernité comme l'absence de cohérence idéologique et le fait que en fait on se référence à différents systèmes de valeurs sans avoir une cohérence idéologique. C'est-à-dire que par exemple le féminisme va être libertaire pour le mariage pour tous, égalitariste pour la parité, capitaliste quand il va forcer les femmes à vouloir travailler, puritain quand il va traquer les clients prostituées, et en même temps libertaire. Donc il y a une espèce de schizophrénie, il n'y a pas de, il manque une espèce de cohérence intellectuelle. Même si je pense qu'au fondement de l'idéologie féministe, il y a quand même un noyau dur, extrêmement idéologique, qui est ce qu'a écrit Simone de Beauvoir dans Deuxième Sexe. Voilà. C'est-à-dire que, et qui même, on pourrait faire remonter le fil rouge jusqu'aux Lumières, c'est-à-dire l'idée d'un homme, d'une femme complètement déracinée, sans cette idée que tout est construit et que l'homme n'a pas de nature, n'a pas d'essence, n'a pas de racines, et qu'il est une page blanche où il écrit sa vie, l'idée d'existentialisme. Mais Simone de Beauvoir, sans dire ça, est quand même une constructiviste à sa manière. La fameuse phrase sur la femme comme devenir plutôt que comme être, c'est difficile de faire plus clair en termes de. Oui, mais ça, en fait, de Pic de la Mirandole à l'aube de la Renaissance, qui dit ton sexe et ton visage, tu le choisiras au Adam. Quand il dit l'homme est libre de choisir son visage. Simone de Beauvoir qui dit on ne naît pas femme, on le devient. Judith Butler, c'est le même fil rouge qui est juste radicalisé. C'est-à-dire quand Simone de Beauvoir écrit on ne naît pas femme, on le devient, Judith Butler dit mais pourquoi le devenir finalement, puisque en fait Simone de Beauvoir met au jour une construction sociale, mais montre les mécanismes qui font que la femme devient femme et l'homme devient mâle. C'est le problème du culturalisme. Et finalement, la troisième vague de la théorie du genre dit puisque c'est construit, il faut déconstruire. Donc on passe de cette exhumation de la construction à l'impératif de la déconstruction. Oui, tout à fait. Qui est aujourd'hui celui de l'idéologie du genre, qui consiste à dire puisque de toute façon il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, ce qu'écrit Simone de Beauvoir déjà, et bien maintenant on va passer à l'interchangeabilité des rôles sociaux, l'interchangeabilité des sexes, et on arrive à la phase active en fait. Donc à partir du moment où on a prouvé, ou on pense avoir prouvé que ces différences ne sont pas naturelles mais culturelles, on peut en déduire que tout ce qui est culturel est relatif, et comme c'est relatif, pourquoi ne pas le relativiser, et donc pourquoi ne pas le refuser ou le transformer. C'est ça. Oui, c'est l'idée que si c'est construit, il faut déconstruire. Et en plus, c'est un... En fait, c'est là où c'est quand on dit par exemple la théorie du genre n'existe pas, ce sont des études de genre, on prétend à la scientificité des études de genre. Enfin, moi je veux bien si c'est juste montrer la scientificité et la relativité des rôles sociaux de l'homme et la femme à travers l'histoire. On n'a pas attendu Judith Butler pour le faire, même Balzac le fait très bien dans La Comédie humaine, c'est-à-dire de montrer qu'il n'y a pas de destin féminin, destin masculin, et que ça change suivant les époques, suivant les civilisations. Très bien, mais c'est là où le genre est une idéologie, c'est qu'il dit, il ne se contente pas de montrer la construction, et il donne l'impératif de la déconstruction. Oui. Et tu as une belle phrase à ce sujet que je trouve assez drôle. Tu dis, si la théorie du genre n'existe pas, puisqu'il y a ce débat où dès qu'on les attaque là-dessus, ils nous disent que ça n'existe pas, aurait-on dit au temps du maoïsme triomphant, c'est qu'elle a été absorbée par la praxis. C'est effectivement ce qu'on dit en dialectique maoïste, c'est-à-dire que ce qui est d'ailleurs plus honnête, parce que ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, ça veut dire qu'elle est tellement partout que finalement on n'en parle plus, on n'en parle plus en tant que telle. Elle est comme l'air qu'on respire. Oui, c'est ça, elle a tellement été intégrée que on ne voit. Du coup, ce n'est plus une théorie, parce que quand on dit une théorie, ça suppose que c'est une hypothèse qui peut être contrebalancée par une autre. Oui, d'ailleurs je parle aussi de Karl Popper qui dit la scientificité d'une théorie, ça tient dans le fait qu'on peut la réfuter. C'est juste. Donc il dit, c'est ce qui distingue une idéologie d'une théorie. Il dit par exemple la psychanalyse ou le marxisme, ce sont des idéologies parce que on ne peut pas les réfuter, parce que la réfutation est comprise à l'intérieur même de la théorie. C'est-à-dire que si vous réfutez la psychanalyse, c'est que vous êtes névrosé. Si vous réfutez le marxisme, c'est que vous êtes un capitaliste.
Oui, ça dépend. Ça dépend quand et où. Oui, non, mais dans oui, il y a eu un moment où effectivement. Et en fait, dans la théorie du genre, c'est pareil, c'est-à-dire que on intègre la réfutation à l'intérieur même d'un système, c'est-à-dire que si on critique la théorie du genre, mais c'est parce que vous faites partie du système dominant et vous voulez maintenir l'hétérosexualité. C'est un agent de l'hétéro-patriarcat. Ouais, un agent de l'hétéro-patriarcat. Ouais, c'est ça. Et en fait. Et du coup, on renvoie systématiquement toute possibilité de contestation en ricanant au fantasme du gender, en disant voilà, ça n'existe pas. Enfin, on renvoie qu'à tous les gens qui prétendent déconstruire ou critiquer ou attaquer cette idéologie, on les renvoie à la case de complotistes qui verraient le mal partout, qui verraient une dictature LGBT, les LGBT d'égalité, mais pas du tout. Enfin, moi, je pense qu'on peut légitimement s'interroger sur la prétention d'ingénierie sociale des études sociologiques. Surtout que comme tu le montres brièvement, tout ça est imposé du haut vers le bas sans que l'avis de la population, des populations ne soit jamais demandé. Et en plus, derrière ce najatisme d'État, il y a aussi le lobbyisme européen, un lobbyisme qui se fait via le Parlement européen et qui est très... Qui dispose de beaucoup de moyens, ce qui fait qu'on subit à peu près tous les pays européens. Bon, moi je viens d'un pays qui n'est pas dans l'Union, donc on est voilà. Mais disons, je vois un petit peu ce qui se passe ailleurs, en Italie, en Espagne. C'est comme par hasard, les réformes arrivent à peu près toujours au même moment sur ces sujets-là, ce qui est bien la preuve que ça ne se limite pas à un programme étatique. Mais en fait, je ne veux pas verser mon complotisme en disant voilà, il y a un grand complot des LGBT dans le monde. C'est pas du tout ça, mais c'est vrai que comme c'est disons que la voie supranationale et technocratique convient parfaitement à une idéologie qui est l'idéologie du déracinement. Donc par excellence, elle va se déployer avec d'autant plus de facilité par la voie technocratique et supranationale, puisqu'elle prétend nier justement toute différence, qu'elle soit culturelle, sexuelle et identitaire. Donc finalement, comme c'est d'une abstraction totale, ça passe ça passe suprêmement bien dans les rapports de la Commission européenne qui prône notamment d'imposer, de traquer les atavismes sexistes dans les cultures locales et nationales et de répandre par le haut une ingénierie sociale de la déconstruction. Mais si c'est une volonté tout à fait consciente, est-ce qu'il n'y a pas une énorme contradiction ou alors un très grand risque en même temps de procéder à cette tentative de changement anthropologique qui se heurte déjà naturellement à des résistances, mais qui risque de se heurter à de plus grandes résistances encore au fur et à mesure qu'on ouvre l'Europe à des flux migratoires plus importants. Quand je dis des flux migratoires, je veux parler de gens qui viennent de cultures plus patriarcales que les nôtres, du moins actuellement, et qui peut-être sont encore moins disposés que nous le sommes à accepter ce genre de lubie. Oui, on le voit, c'est des conflits. Cologne en a été l'illustration parfaite. Et on a senti un certain malaise des féministes sur ces questions, parce que finalement, dans cette idéologie postmoderne où en fait on prend un peu des référents à droite à gauche, finalement là on a vu une contradiction qui a éclaté à grand jour entre l'antiracisme et l'exaltation de l'autre et le féminisme qui est censé défendre la femme, puisque l'autre s'est mis à attaquer la femme. Donc là, les féministes sont mal à l'aise en disant qui choisir entre la femme et l'autre. Voilà. Et elles ont été prises dans un dilemme. Elles ont mis quelques temps à s'en sortir. Finalement, on a vu donc avec un certain retard à l'allumage, elles qui sont si promptes à avoir dans le moindre dérapage sexiste ou dans le moindre homme politique blanc un violeur en puissance. On se rappelle avec Denis Baupin et DSK, elles réagissent au quart de tour. Là, on a vu que Cologne, elles ont mis quelques temps à réagir, et quand elles ont réagi, c'était pour nous dire oui, certes, il s'est passé quelque chose à Cologne, il y a eu des viols de masse, mais n'oublions pas que, et là ils ont sorti leurs statistiques en disant, n'oublions pas que quand même la majorité des violeurs sont ont lieu proches, à la fête de la bière de Munich, sont des proches, que c'est votre frère, votre père, votre mari, votre voisin, votre curé qui est d'abord violé, avant tout domestique, et que la violence est d'abord avant tout domestique, et donc on a voulu, pour laver la figure de l'autre, on s'est encore une fois accusé nous-mêmes, et surtout dans cette idée... Pascal Bruckner avait eu cette formule que j'ai trouvée assez juste, la nuit de l'équivalence, c'est de dire c'est-à-dire que toutes les civilisations, toutes les religions
toutes les cultures se valent d'un point de vue patriarcal, et de toute manière le patriarcat est quelque chose d'universel, et que finalement nous ne valons pas mieux qu'eux, et nous aussi nous sommes le produit d'une civilisation atroce, le christianisme a servi la femme pendant des siècles, et que finalement qui étions-nous pour juger ces jeunes migrants, puisque nous-mêmes, notre civilisation était affreusement patriarcale. C'est ce qu'Elisabeth Lévy appelait dans un article le choc des vaches sacrées. Ouais. C'était au sujet de cette polémique sur cette vidéo en Belgique sur la drague de rue. Il y avait eu, alors c'était une chose évidemment beaucoup moins grave que ce qui s'est passé à Cologne, mais qui créait cette même schizophrénie en disant qui sera le méchant et qui sera le martyr. Parce que est-ce que finalement, comme tu relèves que souvent une partie du néo-féminisme reste encore dans l'ère idéologique de gauche, mais dans une gauche de la morale bien sûr, pas dans une gauche sociale, et cette gauche de la morale qui puise dans le tiers-mondisme, dans tout un catéchisme en fait des opprimés, est-ce que c'est pas de là que vient cette contradiction? Parce que l'autre, si le violeur a le malheur d'être immigré et peut-être d'être pauvre, et puis est-ce que finalement c'est pas ça le cœur de, je crois que tu fais référence à cette théorie, je sais plus, mais l'intersectionnalité, oui, comme on dit en études queer, il y a une énorme contradiction. Oui, là, mais d'ailleurs tout ça vient des États-Unis, et c'est vrai que, qui ont été reprises de la French Theory, donc, qui a été remixée. Qui est une construction américaine d'ailleurs. Ouais, ouais. Et en fait, on voit que sur les campus américains, les gender studies se développent en parallèle des post-colonial studies, qui sont une remise en question, non pas du patriarcat, mais du post-colonialisme, qui serait une espèce de vieux pouvoir inconscient des sociétés occidentales qui continuerait malgré la fin de la décolonisation, à imposer une forme de colonialisme culturel, de la même manière que le patriarcat serait une forme que continuerait à exister malgré l'égalité de droits des femmes. C'est cette idée très foucaldienne en fait d'un biopouvoir diffus, d'une hydre aux mille têtes qui régirait la société. Et finalement, on voit que oui, il y a dans cette idée de l'intersectionnalité, c'est l'idée que les damnés de la terre doivent faire alliance contre le mâle blanc hétérosexuel. Il existe une solidarité objective entre eux, les femmes voilées, les subjectivement, musulmans, elle n'existe pas les migrants, les pauvres et les femmes. Mais voilà. En fait, on voit que cette intersectionnalité, c'est un postulat théorique qui n'existe pas dans les faits. Qui est en plus un postulat théorique sorti du cerveau en général d'hommes et de femmes blancs de classe moyenne. donc du coup... mais d'ailleurs, par exemple, la Grande Alliance, qui je pense, a été moins théorisée qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais qui était pour le coup factuelle. C'est-à-dire il y a un pacte de circonstances entre les LGBT, enfin les homosexuels en tout cas, et les féministes dans les années 70. Dans le militantisme, il y avait les militants du phare, du front homosexuel, et les féministes du MLF défilaient bras dessus bras dessous dans les rues. C'est plus le cas aujourd'hui on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse rupture entre une partie des féministes et le mouvement LGBT, notamment sur la question de la GPA, puisque il y a eu plusieurs gay pride qui avaient pour mot d'ordre la GPA, auxquels les féministes ont refusé de participer, notamment de doter le féminisme. Comme il y a une prise de conscience minime et tardive sur la question de la gestation pour autrui, qui fait que il y a une partie du mouvement féministe qui se détache de la cause gay, puisqu'en effet les gays et les femmes, pour le coup, n'ont vraiment pas les mêmes intérêts sur cette question. Mais même à l'intérieur du mouvement sexuel, il y a quelqu'un comme Marie-Jo Bonnet qui a écrit Adieu les rebelles, donc un livre en 2013 où elle critiquait le mariage pour... des Gouines Rouges, c'est ça, qui est fondatrice des Gouines Rouges, militante du MLF, donc féministe historique, lesbienne, qui a critiqué énormément les dérives du féminisme et même à l'intérieur du mouvement LGBT en disant que les gays avaient pris le pouvoir. En faisant une vraie critique anticapitaliste d'ailleurs, ce qu'il faut relever parce que c'est devenu rare, c'est-à-dire la critique de la marchandisation de l'hédonisme gay aussi. Et finalement, c'est très intéressant parce que j'ai pas mal pu discuter avec elle, je l'ai croisée à un colloque sur la gestation pour autrui. Et elle a écrit un livre récemment sur Simone de Beauvoir et les femmes, où elle critique en fait le mépris qu'entretient Simone de Beauvoir pour les femmes, puisque elle dit qu'elle revendique une forme de féminité, et même elle me dit, j'en ai parlé avec elle, me dit même si elle est lesbienne, elle ne peut pas avoir d'enfant parce qu'elle est lesbienne, elle me dit la maternité fait partie de mon identité, la potentialité de maternité fait partie de mon identité de femme. Elle me dit je rêve parfois la nuit que j'ai un enfant, ça fait partie de mon corps, c'est une partie de mon identité, et ça, je pense que c'est le gros problème du féminisme qui se déploie, c'est que le féminisme, en prenant fait des causes pour la cause abstraite des femmes, nie en fait la spécificité du féminin
qui est, jusqu'à preuve du contraire, la possibilité qu'a la femme d'avoir un enfant, enfin de porter un enfant. C'est-à-dire que la femme engendre dans son propre corps, et l'homme engendre dans le corps de la femme. Et cette différence biologique n'est pas anodine, c'est pas juste un, comment dire, ce n'est pas une simple différence instrumentale, c'est vraiment une différence qui fonde un rapport au monde, un rapport au corps qui est différent. Le corps de la femme se rappelle à elle tous les mois à travers les règles. Le corps de la femme peut potentiellement accueillir la vie et un autre être humain. Et cette différence biologique, je pense qu'elle fonde un rapport au monde différent. Et le féminisme, notamment vis-à-vis de Simone de Beauvoir, qui a un mépris absolu pour la maternité dans son œuvre, a nié cette spécificité féminine, et donc c'est interdit de penser le sujet féminin. Oui, et puis elle l'a nié jusqu'à une certaine forme de puritanisme parfois sur la question du sexe, comme Morgane aussi. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est une grande différence, et c'est plus tant lié à Beauvoir qu'au post-féminisme, mais c'est entre... Parce que ça c'est peut-être la partie la plus philosophique du livre, même si tu t'y attardes pas, mais... ce que tu viens de dire en fait, c'est sur la femme qui est ramenée à sa nature par le cycle et tout, c'est ce qu'on appelle dans une partie de la théorie féministe la phénoménologie du corps féminin. Et tu cites à un moment une auteure que j'apprécie, qui est Camille Froidevaux-Métry, qui a écrit un très bon bouquin l'année passée là-dessus, assez technique, sur cette phénoménologie, comment la corporalité, et je pense que ça c'est un féminisme beaucoup moins délirant. Beaucoup moins pudibond aussi, beaucoup plus en phase avec la nature et qui n'est pas aliénant pour autant. Le problème des sciences sociales, c'est que je pense que les sciences sociales sont complètement justement étrangères à la notion de phénoménologie. C'est-à-dire qu'elles détachent complètement nature et culture, et que finalement, justement, là où la phénoménologie, c'est d'articuler les deux. Bien sûr. Et en fait, c'est là le gros problème des sciences sociales, c'est qu'elles prétendent objectiver et sociabiliser tous les rapports humains, et c'est-à-dire cette tentative d'objectiver absolument tous les rapports humains échoue à en saisir la vérité propre. C'est-à-dire que si on sociologise uniquement les rapports entre hommes et femmes, effectivement il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. D'où l'intérêt d'un éclairage philosophique sur cette... Et c'est pour ça que moi je pense que la littérature est pour cela une grande aide pour comprendre cette phénoménologie des sexes, puisque cette phénoménologie, elle ne se laisse pas définir, elle se laisse uniquement décrire. Et c'est pour ça que je cite notamment l'auteur biélorusse Svetlana Alexievitch, qui a gagné le prix Nobel de littérature en 2015, et qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « La guerre n'a pas un visage de femme ». En fait, elle explique la Seconde Guerre mondiale dans l'armée rouge, vue par les femmes qui étaient engagées. Il y avait 1 million de femmes dans l'armée. Les fameuses tankistes. Voilà, les tankistes. Et elle explique la guerre vue par les femmes, et c'est absolument magnifique, parce qu'elle dit en fait la guerre n'est pas faite pour les femmes, et elles ont une vision différente de la guerre. C'est là où l'homme va plutôt, quand il va parler de la guerre, parler de ses prises, de ses combats, de la stratégie. Elles vont raconter de manière totalement différente. Elles vont raconter les vêtements qu'elles portaient, elles vont raconter ce jour, elles ont eu leurs règles pendant une marche, 40 degrés. Enfin, il y a une espèce de vision de la guerre complètement différente qui tient à cette différence fondamentale entre l'homme et la femme. Elle le théorise même, elle dit voilà, la femme, elle donne la vie, donc elle a un rapport différent à la guerre et à la mort. Et donc ça fonde toute une vision du monde différente. Et je ne l'ai pas trouvé mieux écrit et mieux décrit qu'à travers justement ce témoignage littéraire. D'accord. C'est un témoignage littéraire ou en fait, la méthode de Svetlana Alexievitch, c'est d'interviewer des gens. En fait, elle fait des... mais c'est le prix Nobel. Oui. Ah oui, je vois qui c'est. Alors, celle qui a écrit L'homme soviétique. Elle les réécrit énormément, et donc il y a des passages absolument merveilleux où elle parle de la femme, de comment elle vit la guerre. C'est assez... je sais pas si je peux retrouver un moment... Attends. Je le cite à la fin. Alors... en plus, ce qui est absolument fascinant, c'est qu'en URSS, justement, les filles étaient traitées absolument comme les garçons. Donc il y avait 1 million de femmes engagées dans l'armée soviétique, elles étaient tankistes. Donc finalement, le patriarcat n'existe quasiment comme en plus. Israël. Oui, voilà, c'était complètement... Mais finalement, ce qui est fascinant, c'est que malgré cette espèce d'égalité parfaite de fait, réelle, la différence de sexe continuait à subsister, à exister dans la boue des tranchées, dans le goulag. Et elle dit, voilà, la guerre des femmes possède son propre langage.
Les hommes se retranchent derrière les faits, la guerre les captive comme l'action et l'opposition des idées, alors que les femmes le perçoivent à travers les sentiments. Je le répète, malgré tout, il s'agit d'un monde différent de celui des hommes, avec ses odeurs, ses couleurs propres et environnement détaillé. Donc là, elle cite les femmes qui parlent. Elles disent: on nous avait distribué des sacs, nous nous sommes taillés dedans des jupes. Au bureau de recrutement, je suis entrée par une porte vêtue d'une robe et ressortie par une autre en pantalon et en vareuse. On m'avait coupé ma tresse, il ne me restait plus qu'un petit toupet sur le crâne. Quel que soit le sujet qu'abordent les femmes, elles ont constamment une idée en tête. La guerre, c'est avant tout du meurtre. Ensuite, c'est un labeur harassant. Puis, en dernier lieu, c'est tout simplement la vie ordinaire. On chantait, on tombait amoureuse, on se mettait des bigoudis. Mais surtout, elles ressentent tout ce qu'il y a d'intolérable à tuer, parce que la femme donne la vie, offre la vie. Pour moi, je trouve que c'est un témoignage de ce que c'est que la féminité, qui est absolument magnifique et voilà, et qui ne se laisse pas réduire à des catégories sociologiques. Ah bah, si elle peut résister à l'égalisation par la guerre, c'est effectivement rien que pour ça. Oui. Mais parce que ce que tu dis sur la littérature, c'est intéressant, parce que il faut bien comprendre, là aussi, il y a une phrase où tu dis, on parle de, justement, son rapport avec cette phénoménologie. L'éternel est figé et immuable, le mystère insaisissable et fluctuant, l'éternel est abstrait, le mystère incarné, il prend corps dans les spécificités féminines concrètes que sont le cycle de menstruation et l'événement de la maternité. Le mystère féminin ne se laisse pas définir, mais décrire. Il ne relève pas de l'ontologie, mais de la phénoménologie. Donc quand on dit, on ne le définit pas, mais on le décrit. C'est pour ça que la littérature est intéressante, c'est parce qu'elle donne des exemples au lieu de donner des définitions. C'est ça, elle est dans la description et pas dans l'analyse et dans la réduction conceptuelle. Je crois que c'est Philippe Roth qui disait la généralisation de la souffrance, c'est le communisme, et la particularisation de la souffrance, c'est la littérature. On pourrait dire pareil du féminisme, on pourrait dire la généralisation de la souffrance féminine, c'est le féminisme, et la particularisation de la souffrance féminine, c'est la littérature. C'est-à-dire qu'il y a une idée que finalement c'est à la fois plus précis, plus complexe, et finalement le problème de la prétention sociologique, c'est une simplification outrancière du monde, entre dominant, dominé. Et ce que je reproche au féminisme, c'est d'avoir voulu donc appliquer un paradigme extrêmement simple, dominant-dominé, à ce qu'il y a de plus complexe au monde, c'est-à-dire la relation entre les hommes et les femmes, qui est faite d'ambiguïté, de complexité, de rapports de séduction, et en fait, alors, tout ramener ça à un simple rapport de domination, de pouvoir, là où, à mon avis, c'est là où gît la plus grande richesse des relations humaines. D'accord, ouais. C'est tellement ramené à des rapports de séduction que aux États-Unis, ça en vient parfois être très codifié au niveau légal. Tu parlais avant de Bruckner. Bruckner, dans un de ses livres, je ne sais plus lequel, parle de ça justement, à quel point sur les campus, pour limiter le nombre de viols, on engage les étudiants à signer des contrats de consentement, et que finalement tout flirt, quel que soit le niveau jusqu'à-lequel il va, est tellement codifié que le risque de domination a disparu, mais cette aliénation est remplacée par une autre. Exactement, mais alors c'est typique, même avec la culture du date, par exemple, américain, qui est extrêmement codifié, c'est-à-dire premier soir, on se rencontre, deuxième soir, on s'embrasse, troisième soir, on couche ensemble, une espèce de truc, c'est très très codifié. Et une espèce de contractualisation des rapports humains qui est absolument horrifiante, puisque c'est vraiment un appauvrissement total des rapports humains. Et puis on le voit, je le cite dans mon livre, sur les campus américains, il y a une jeune fille féministe qui distribue des kits, qui s'appellent les kits coup d'un soir, où elle a dedans, il y a une pastille à la menthe, un préservatif et un contrat en disant qu'on signe entre les parties, en stipulant qu'on a bien décidé de coucher pour un soir l'un avec l'autre pour pas avoir d'ennui judiciaire après. C'est le bon plan, ça. Et finalement, on en aboutit à une vision extrêmement puritaine du rapport aux femmes, extrêmement contractualisée. Donc finalement, si on pousse cette logique jusqu'au bout, si finalement le rapport homme-femme doit être absolument contractualisé, et la chose qu'on a entre les jambes est un simple instrument, finalement le rapport le plus égalitaire qui soit, c'est celui de la prostitution. Oui, et puis là, c'est plus uniquement la défaite des femmes, c'est la défaite du désir, des deux côtés. De l'ambiguïté du désir qui est ramenée. En fait, on ramène l'idée de désir à celle du pouvoir, quoi. Comme si c'était deux choses totalement équivalentes, alors que c'est plus complexe que ça. Et pour revenir encore une fois à Simone de Beauvoir, puisque tu la cites souvent, à peu près en même temps que la sortie de ton livre, en est paru un autre de Gabrielle Cluzel, qui est la rédactrice en chef du Boulevard Voltaire, qui s'appelle
qui s'appelle non pas Adieu Mademoiselle, mais Adieu Simone. Alors je sais pas si c'est un hasard éditorial. C'est un hasard d'autant plus drôle que non seulement le titre ressemble, mais le contenu ressemble aussi beaucoup, moins bien. Et il y a une différence près, une différence de taille quand même, c'est que comme elle l'indique dès le titre, sa critique du féminisme comprend Simone de Beauvoir, l'englobe, sans faire cette nuance que tu fais. Et sans revenir à cette question de la question constructiviste chez de Beauvoir, donne-moi une ou deux raisons qui fait que tu la distingues de celles qui sont venues après, parce que certaines journalistes qui t'ont attaqué t'ont reproché en fait de prendre Simone de Beauvoir comme une espèce d'étendard pour pouvoir critiquer le reste, comme diraient là aussi les maoïstes, bandir le drapeau rouge pour attaquer le drapeau rouge. Est-ce que c'est une tactique ou est-ce que pour parodier le slogan d'un célèbre journal, je dirais sans éloge flatteur, point de liberté de blâmer. Donc c'était une stratégie, non? Non, mais disons que je voulais pas faire ma rentre dedans en disant voilà, Simone de Beauvoir, c'est horrible, c'est la grande méchante, la grande sorcière, tout ça. D'abord parce que j'ai beaucoup d'admiration pour la femme et l'intellectuelle qu'elle a été, parce que je pense, et j'ai vraiment cette idée chevillée au corps, qu'on peut admirer quelqu'un sans être d'accord avec lui. C'est déjà ça que j'ai voulu montrer, et qui n'a pas été compris, c'est-à-dire parce qu'en face ils le comprennent pas. Exactement, ils ne le comprennent pas. Et moi par exemple, j'admire énormément Nietzsche, je ne suis pas nietzschéenne, mais je pense que Nietzsche a été un coup de boutoir phénoménal dans la philosophie, mais je ne suis pas nietzschéenne, et j'admire certaines thèses de Marx sans être marxiste. Mais disons que ce que j'admire chez Beauvoir, c'est sa liberté de ton, sa profondeur, le fait que elle avait tout lu, alors que ses héritières... Voilà, ça c'est une différence sur laquelle tu reviens beaucoup. Elle avait tout lu. Elle était cultivée, elle était érudite. Alors que ses héritières n'ont lu qu'elle, malheureusement. Donc, elle cite quand même dans le deuxième sexe, elle cite tous les auteurs de l'époque, elle a fait ses thèses. Elle cite Tolstoï, même Barès, tout le monde, quoi. Et elle avait tout lu, et c'est phénoménal, quoi. Et il y a quelque chose dans son entreprise philosophique, d'assez encyclopédique, d'assez systématique, qui est assez impressionnant. Donc disons que mon admiration pour Beauvoir, c'est une admiration pour le génie de Beauvoir, et puis pour cette espèce d'existentialisme libertaire qui aujourd'hui malheureusement se transforme en ordre moral puritain, qui est dans une nouvelle comment dire, elle qui avait justement cette soif de liberté, cette espèce d'idée d'aller à l'encontre de toute la doxa de son époque. Aujourd'hui, ses héritières, elles servent de statistiques, et puis elles fliquent les moindres dérapages. Mais disons que moi, là où je serais... C'est-à-dire que, finalement, je pense qu'on peut être... de la même manière qu'on peut être très sensible à la condition ouvrière du XXe siècle, qui était extrêmement précaire et abominable, sans pour autant adhérer au marxisme, qui est une relecture complète de toute l'histoire de l'humanité sous le prisme de la lutte des classes. De la même manière, on peut être sensible à la condition féminine, et telle notamment la suggestion domestique de la femme dans la société bourgeoise, sans pour autant adhérer au féminisme, qui est une relecture complète de toute l'histoire de l'humanité sous le prisme du patriarcat. Et on peut aussi comprendre l'émergence du marxisme, même comme une nécessité dialectique dans l'histoire, comme on peut comprendre l'émergence du féminisme à une certaine époque. C'est-à-dire que je me dis... il y a un problème d'anachronisme pour toi, dans un cas comme dans l'autre. Tu le dis au début, tu dis il y a eu à un moment cette lecture-là du monde s'est imposée, dans le cas du marxisme comme dans celui du féminisme. Voilà. Ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi je comprends... il faut comprendre l'émergence du féminisme. C'est-à-dire que si ce mouvement est né à une époque, c'est aussi qu'il y avait des conditions d'existence de la femme qui faisaient que ce mouvement a pu émerger. Et voilà, après, on a le droit d'en critiquer les conséquences et l'exagération et même le noyau théorique. Mais disons que je ne nie pas qui est plus... Enfin, je comprends ces conditions d'émergence, quoi. Je ne les balaye pas d'un revers de la main. Mais pourtant, en même temps, tu dénonces des conditions actuelles qui pourraient favoriser, ou qui devraient favoriser sa réémergence. C'est notamment la question qu'il y a de plus en plus de zones de non-droit pour les femmes, y compris sur notre territoire, et que pendant ce temps, les féministes s'occupent de débattre sur la taxe tampon, ou le quota de dessinatrices au Festival d'Angoulême, ou un catalogue Ikea. Parce qu'en gros, ce que tu dis, c'est que elle se concentre sur des luttes symboliques vraiment anecdotiques et ridicules, alors qu'il y a des choses graves qui concernent la violence, il y a des choses graves qui concernent les problèmes communautaires. Je pense que ça vient aussi de ce problème de l'hégémonie des sciences sociales qui fait que
disons que la domination symbolique est équivalente à l'exploitation physique et matérielle. C'est-à-dire que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une phrase, un « et mademoiselle » ou une main sur les fesses à l'Assemblée nationale ou une réflexion graveleuse d'un député à une journaliste, c'est la même chose qu'un viol à Cologne ou dans le métro. C'est-à-dire que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une espèce c'est ce que postule le matriarcat, c'est-à-dire qu'il y a un continuum des violences entre l'insulte sexiste ou graveleuse ou gauloise et le viol. Il y a un continuum de violence. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'un parmi l'autre, et l'un il a propédeutique, voilà, ça. C'est la propédeutique et moi je pense que c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... que c'est pas en apprenant, enfin, ce n'est pas en traquant les dérapages sexistes qu'on va faire qu'il y aura moins de viols en France. Je ne crois pas à cette idée qu'il y aura un continuum de violence. Surtout que ce qu'on appelle dérapage sexiste est aussi sujet à caution. Tu cites une autre auteure, je crois que tu cites une autre auteure que j'aime bien, qui est Bérénice Levet, hein, qui dans son livre dit quand même que ce qui est appelé dérapage sexiste par les féministes, c'est tout simplement une tradition française du vivre ensemble des sexes, c'est-à-dire notamment le fait que le rapport soit comment dire, que le rapport soit différencié, et c'est ça qu'on appelle la galanterie, et c'est ça qu'on appelle certains égards qui sont dus à certaines et pas à d'autres. Oui. Parce que ce sont entre la galanterie et les textos de Denis Baupin, c'est absolument pas la même chose. Non, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, non, je parlais pas du harcèlement des mains en fait. Ouais. Je parlais plutôt, par exemple, d'un mot comme dans ton titre, mademoiselle. Oui. Mademoiselle, j'y vois pas d'agressivité sexiste, et même si parfois on se trompe, si on se trompe de mots, en général, les femmes qu'on appelle mademoiselle par erreur sont plutôt flattées que si on se trompe dans l'autre sens. Il me semble. Mais il y a certaines féministes qui sont vexées quand on appelle mademoiselle parce qu'elles disent pourquoi il y aurait cette différence en fait. Elles ne comprennent pas que la différence puisse être une richesse. La différence est sans cesse pensée comme une discrimination. Il y a une espèce de vouloir réduire toute différence à une discrimination socialement organisée pour affaiblir les femmes, alors qu'au contraire c'est une manière de renforcer la femme. J'ai trouvé cette phrase de la marquise de Sévigné absolument merveilleuse. Elle dit qu'est-ce qu'elle dit, la femme la femme a la permission d'être faible et elle use avec outrance de ce privilège. Enfin, il y a quelque chose. C'est-à-dire que, oui, il y a une permissivité de la faiblesse de la femme, il y a une protection de la faiblesse de la femme à l'intérieur de la société, faiblesse qui est due, encore une fois, à sa biologie, au fait qu'elle en effet, elle a besoin de protéger l'enfant qu'elle porte à l'intérieur d'elle-même, donc elle est plus vulnérable. Et la société a, pendant des siècles et des siècles de civilisation, construit une civilisation autour de cette idée de protection de la faiblesse de la femme. Et aujourd'hui, comme peut-être cette faiblesse physique et biologique est moins visible, on nie tout ce qu'il y a derrière, quoi. C'est-à-dire toute la construction culturelle qui va... Voilà, et pourtant, égaliser ce qui n'est pas égal, ce n'est pas de l'égalité. C'est ça le problème. C'est que cette différenciation qui a été faite pendant des siècles, elle visait pas forcément à inégaliser, mais à niveler un petit peu les chances et les risques. Mais surtout, en fait... en plus, on se rend compte que jamais finalement la différence, jamais les stéréotypes des sexes n'ont été autant caricaturaux et différenciés. Enfin, on le voit par exemple. Oui, alors ça justement, je suis pas tout à fait d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que par exemple, déjà c'est très visible dans les jouets par exemple sexistes, les jouets des enfants. Comme si justement, d'ailleurs, parce qu'on avait évacué la différence des sexes dans le monde adulte, elle ressurgissait de manière caricaturale dans l'enfance. Voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, que ce soit l'hypersexualisation des petites filles avec les concours. Mais ça t'explique ça surtout par un mécanisme du marché. En fait. Oui, par un mécanisme du marché, mais aussi, je pense, parce qu'il y a une espèce de, peut-être inconsciente, une espèce de peur. Comme la différence sexuelle est tend à disparaître du monde adulte, on veut la consolider dans l'enfance et la maintenir à tout prix. Et le marché, en effet, embraye là-dessus pour vendre 2 fois plus de jouets. Et c'est vrai que jamais les univers des petits garçons et des petites filles n'ont été autant cloisonnés. Et ça, c'est une certitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont des dessins animés différents, des marques de vêtements différents, des jouets différents. Oui, mais avant, il y avait moins d'objets et moins de produits, donc forcément moins de différences. Mais en fait, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, détruisez la culture, vous aurez le marché. C'est-à-dire que là où la différence sexe était organisée par la culture, aujourd'hui elle est laissée aux mains du marché, puisque comme elle existera toujours, cette différence de sexe, elle est consubstantielle, elle est l'existentielle de l'humanité, elle sera de toute manière médiatisée par quelque chose, et que si elle n'est pas médiatisée par la culture, elle sera médiatisée par le marché,
et de manière outrancière et caricaturale. Pendant ce temps, la culture fait l'inverse à travers l'éducation, oui, la réécriture des programmes scolaires. Donc elle ressurgit de manière brutale et caricaturale, que ce soit dans les jouets pour enfants, que ce soit dans la culture pornographique, dans la publicité, dans la télé-réalité, dans toute tout ce qui n'est pas la culture. En fait, la femme n'a jamais été autant objectivée, ramenée à sa seule dimension sexuelle que dans la non-culture mercantile. Alors ça pourrait vouloir dire que si la différence des sexes est laissée au marché capitaliste, ça peut donner par exemple la pornographie, mais si elle est éliminée de la culture car idéologiquement non correcte, ça peut donner l'élimination par exemple de la poésie romantique, parce qu'il n'y a rien de plus sexiste que la poésie romantique. C'est-à-dire qu'on expurge les manuels scolaires tout ce qui est la culture des différences des sexes et on la retrouve outrancière et caricaturée dans tout ce qui n'est pas... Tu finis d'ailleurs le livre là-dessus, sur une comparaison entre un poème de Musset et quelques vers de Booba. J'ai quand même remarqué que malgré la grande différence entre ces deux textes, les deux utilisent le terme mademoiselle. Oui, c'est pour ça que je les ai rapprochés. D'accord. Donc Booba refuse la réforme... c'est magnifique, un poème de Musset qui quand même dit avec merveille les pouvoirs inversés des deux sexes, puisque c'est un peu ce que je disais sur mon ami. Oui, tu peux le lire peut-être. Oui, votre orgueil doit être immense, car grâce à notre lâcheté, rien n'égale votre puissance, sinon votre fragilité. Mais toute puissance sur terre meurt quand l'abus en est trop grand, et qui sait souffrir et se taire s'éloigne de vous en pleurant. Quel que soit le mal qu'il endure, son triste sort est le plus beau. J'aime encore mieux notre torture que votre métier de bourreau. Donc ça exalte une sorte de pouvoir féminin sur l'homme qui absolument sous-estime peut-être les féministes. Et après on a Booba qui dit Mademoiselle, c'est pour ton cul ta chatte qu'on t'aime, j'ai plus de flots qu'une femme de fontaine. Mademoiselle, c'est pour ton cul ta chatte qu'on t'aime, j'ai plus de flots qu'une femme de fontaine. Voilà, donc ça c'est 150 ans plus tard. Et entre temps on a eu le féminisme qui a parmi... Comme entre Balzac et Houellebecq. En gros, un de tes postulats de départ, c'est que ce néo-féminisme provoque en réaction, c'est sans doute involontaire, mais il le provoque quand même, une misogynie ou plutôt un antiféminisme de masse. Ce qui est un but qui n'était pas forcément visé. Comment ça se fait ? Est-ce que vraiment tout ça a été si mal calculé ? Il y a une rupture entre l'opinion ordinaire et la propagande qui s'adresse à elle. Que les féministes sont extrêmement groupusculaires et qu'ils ne représentent pas la majorité de ce que pensent les femmes. Et donc ça a créé un espèce d'antiféminisme chez les hommes. Donc typiquement, ça c'est Houellebecq, c'est cette espèce de rejet de la femme féministe 68arde. De la chieuse, quoi. Ce que j'ai mis en exergue dans mon livre, la phrase qui dit dans les particules élémentaires, j'ai jamais pu encadrer les féministes, ces salopes n'arrêtaient pas de parler de vaisselle et de partage des tâches. Et en quelques années, elles réussissaient à transformer les mecs de leur entourage en névrosés impuissants et grincheux. Donc il y a cette idée que la féministe, c'est l'émasculatrice qui... Et voilà, cette idée aussi, mais en fait, elles ont créé aussi l'antiféminisme chez les femmes, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui ne se reconnaissent pas dans cette cause et qui sont très éloignées de leurs préoccupations et qui souffrent même d'être amenées à cette idéologie. Et puis surtout, elles introduisent à l'intérieur des relations hommes-femmes une forme de guerre des sexes et une tension. Une tension qui devrait être, à mon avis, réservée au terrain social, à l'intérieur même de l'intime et du foyer et de la famille, quoi. C'est-à-dire que le problème de Simone de Beauvoir, c'est qu'elle fait passer le terrain de la lutte sociale à l'intérieur même des relations humaines, intimes, entre l'homme et la femme, à l'intérieur du foyer. Et elle importe la lutte des classes à l'intérieur du foyer, en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a... Et donc c'est cette idée que... Et à partir du moment où il y a des classes qui sont en lutte, il ne peut pas y avoir de collaboration de classe. C'est ça. Si on reprend la référence... Et qui d'ailleurs a abandonné totalement la question sociale. Ce qui est le cas de beaucoup de féministes. Badinter en est l'exemple le plus frappant, puisque c'est vraiment de ce féminisme bourgeois qui est complètement détaché de la vie concrète des femmes. Et quand Simone de Beauvoir dit toutes les femmes doivent exister dans la société, elles doivent être poètes, écrivains, artistes et tout ça, elle est à la terrasse du Café de Flore, elle fume des Gauloises avec Sartre, mais la réflexion, la réalité concrète de ce que c'est que le travail des femmes aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le premier métier féminin en France, c'est femme de ménage, c'est 800 000 femmes, c'est ça, c'est-à-dire que c'est les métiers les plus précaires. La réalité d'aujourd'hui
de la précarité des femmes, c'est que 85% des familles monoparentales sont des femmes et sont les familles les plus précaires de France. C'est ça la réalité de la femme aujourd'hui, c'est qu'elles sont au premier plan justement de la violence sociale, parce que justement, notamment dans la famille monoparentale, le divorce a fait que finalement il a profité aux hommes, comme l'avortement d'ailleurs. Enfin, oui, à ce titre-là, le féminisme a souvent été un piège. Enfin, les femmes ne sont pas sorties gagnantes. On a brisé les barrières qui retenaient un petit peu comment dire, les mauvaises manières misogynes de certains hommes qui s'y seraient livrés si la tradition ne les avait pas empêchés de le faire. C'est-à-dire que, comme l'explique très bien Kluskar et Houellebecq avec lui, c'est que le féminisme s'est fait l'allié du libéralisme libertaire, 58 arts, qui a en fait détruit la dernière barrière qui s'opposait au marché, qui était la famille. Et en se faisant cet allié-là, le féminisme a finalement permis l'extension du domaine de la lutte à l'intérieur même du foyer, de la famille, et a détruit les derniers remparts à la marchandisation du monde qui étaient les traditions, l'agriculture et la famille. Et puis le problème, quand on détruit les structures pour établir la sauvagerie, la lutte de tous contre tous, c'est rarement les plus faibles qui dominent, et donc il est normal que les femmes n'y trouvent pas leur compte. Et puis non, mais je pense qu'il y a aussi un angle mort du féminisme sur le travail des femmes, qui en fait, le féminisme n'a qu'un mot à la bouche, c'est que les femmes gagnent autant que les hommes, donc déjà une vision extrêmement capitaliste de la vie, c'est-à-dire que oui, mais au moins ça change des luttes symboliques. Moi, je trouve que là, on peut entrer en matière, parce que là, c'est une réalité sociale. C'est une réalité sociale, mais en même temps qui occulte, encore une fois, la dimension spécifique de la femme. C'est-à-dire qu'elles disent que les femmes doivent travailler plus pour gagner plus. En fait, elles sont sarkozystes d'une certaine manière, en occultant la spécificité des femmes, qui est quand même la maternité, qui fait que, par exemple, une femme, de facto, parce qu'elle va avoir des enfants, va être moins productive entre 30 et 40 ans. Et on va demander à la femme d'être au summum de sa carrière entre 30 et 40 ans, alors que si on écoutait son cycle biologique, on devrait demander aux femmes d'être plus actives à partir de 50 ans quand elles ont leur ménopause et elles pourraient déployer... D'où la congélation des ovocytes. D'où la congélation. Soutenue par Osée Féminisme, je me souviens bien. Donc comme la technique est toujours là pour suppléer aux questions existentielles, c'est le propre de notre monde, finalement, plutôt que de se poser la question existentielle, on offre une solution technique, voilà, vous allez congeler vos ovocytes, comme ça vous pourrez... Ce qui est quand même le comble du capitalisme, là on est d'accord. Bon, heureusement, je crois que la majorité des féministes qui se sont exprimées ont quand même critiqué cette mesure. Mais il y en a quand même qui l'ont vanté. Justement, aujourd'hui, le corps de la femme, quand même, est devenu le laboratoire du transhumanisme. Le cheval de Troie. Le cheval de Troie du transhumanisme, c'est-à-dire que la libération sexuelle pèse uniquement sur les femmes. Ce sont les femmes qui sont composées de stérilés, ce sont les femmes qui prennent la pilule, ce sont les femmes qui avortent, ce sont les femmes qui congèlent leurs ovocytes. C'est le corps de la femme qui subit toute la soumission technique qui, au nom d'un impératif de libération. Mais il y a très peu de réflexion sur les conséquences de cette soumission technique. Et dont la gestation pour autrui est bien sûr l'exemple le plus abominable et le plus choquant, mais en fait qui est contenu... le fait que les femmes acceptent de prendre quotidiennement un produit chimique pour maîtriser leur fertilité et être disponible H24, 24/24 à leurs compagnons, pour moi, je pense qu'on peut s'interroger légitimement sur quelles conséquences ça a, même rien au niveau de la santé, même symbolique, sur ce que c'est que... c'est quand même une sorte de soumission. Des libertés qui se payent de beaucoup de contraintes. Oui, c'est ça, de beaucoup de contraintes. C'est quand même... Puis on n'a pas encore pesé toutes les conséquences sur la santé, même des femmes. Il y a quand même... un esclavage volontaire qui me paraît quand même assez... on n'a jamais demandé dans aucune société patriarcale à aucune femme de femme en bonne santé de prendre des médicaments tous les jours. Oui. Surtout sur une période beaucoup plus longue qu'au moment où la pilule est entrée sur le marché. Ce à quoi on n'avait peut-être pas pensé à l'époque, mais disons qu'on la période... C'est un business, encore une fois. Le business de la pilule est complètement délirant. C'est des milliards et des milliards en jeu, donc pareil, toujours alliance du marché, de la technique et de l'idéologie libertaire. L'avenir du vrai féminisme est peut-être dans la capote. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, finalement. Après, il y a aussi les méthodes naturelles, qui d'ailleurs sont les plus égalitaires, puisqu'elles impliquent
autant l'homme que la femme. Oui. Alors, personne t'a attaqué là-dessus. Je sais pas si on parle dans le livre, hein, je crois. Oui. Parce que je me dis, ça c'est un peu sulfureux parce que on Bon, va dire que tu es un on- petit peu légère avec ce sujet, parce que. Non, mais généralement, on m'attaque pas, on se moque de moi, plus simplement, Ouais. parce que ça paraît ridicule, alors que. Bon, Oui, déjà, mais je pense comme que- on est dans une société tellement sanitaire que. Oui, c'est ça. Il y a un quand on- hygiénisme complètement délirant. C'est-à-dire que maintenant, Voilà. les jeunes filles de 14 ans, elles sont obligées de passer chez le gynéco à 14 ans, alors qu'elles ont eu encore zéro rapport sexuel, pour un contrôle, comme on enverrait comment on contrôle les vaches avant de les envoyer à l'abattoir pour voir s'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ingénierie sociale. Le corps de la femme est aux mains des marchands et des savants, quoi. Voilà. On les a libérés du père et du mari pour les donner aux marchands et aux savants. D'accord, ouais. Mais en même temps, est-ce que c'est tenable de dire il faudrait, dans la mesure du possible, qu'il y ait moins d'avortements dans le pays, parce qu'il y en a quand même beaucoup, donc il faudrait que les gens soient plus responsables, qu'ils réfléchissent, qu'ils savent ce qu'ils veulent, puis en même temps de dire, mais plutôt que la science moderne, on va se fier au cycle naturel et aux étoiles. Est-ce que c'est pas Non, un mais peu... alors déjà Moi je dis ça parce que je connais pas du tout ces déjà, méthodes-là, mais est-ce que... la moitié des femmes qui avortent sont sous contraception. Oui, donc d'accord, ça déjà, fait partie de la marge d'erreur du système. Ouais, mais c'est pas une marge, là, c'est plus une marge d'erreur, c'est carrément en fait, c'est-à-dire qu'il y a une mentalité contraceptive qui fait que si vous prenez un moyen de contraception sûr à 100%, dès qu'il y a une erreur, on appelle ça un accident, et l'avortement devient la solution qui vient immédiatement à l'esprit. Il y a une espèce de... Moi je pense pas que davantage de contraception réduira le nombre d'avortements, d'ailleurs on le voit, les 40 dernières années nous le montrent. Ce qu'il faut, c'est essayer d'introduire l'idée que le fait de dédramatiser peut-être le fait d'avoir un enfant, quoi, que ce soit pas... Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est très propre au libéralisme, cette mentalité du risque, c'est-à-dire que tout est pris sous le prisme du risque, et l'enfant est devenu un risque, un accident, parce que tout doit être... En fait, les deux mots-clés du libéralisme moral, c'est quand même le risque et le choix. Oui, et non, puis le terme interruption volontaire de grossesse, si on y réfléchit bien, ce terme-là a une connotation complètement différente du terme d'avortement. Et c'est beaucoup moins violent. Il y a l'idée d'interruption, d'interrompre un processus. Oui, c'est volontaire, c'est très neutre. neutre. De la novlangue de sens, c'est d'atténuer la réalité en changeant les mots, mais disons que je crois pas que... Je pense que ce qu'il faut... il faut se battre pour une société où le fait d'avoir un enfant soit pas un drame. Bien sûr, ouais. Et puis c'est d'ailleurs un des sujets sur lesquels tu es très, comme je le disais au début, pragmatique. Tu te réfères à la position de Pasolini, dont c'est comment s'appelle ce recueil, c'est les écrits corsaires. Les écrits corsaires, voilà. C'est un article en fait qu'il a écrit au moment où... Oui, dans plusieurs journaux, mais ils sont recueillis au moment d'une campagne en Italie. Comment tu la résumerais en deux phrases, la position de Pasolini Lui, sa phrase, c'est « Je suis contre l'avortement et pour sa légalisation ». Voilà, c'est l'idée que, en fait, lui, il reconnaît que il le dit, il dit comment peut-on être pour l'avortement est un homicide, et finalement, le fait de dire que l'avortement, la banalisation de l'avortement, le fait de dire il dit à un moment une phrase très juste, il dit dire que la vie n'est pas sacrée, c'est faire une immense faveur aux producteurs. Ça, c'est vrai. Et c'est l'idée que dans cette espèce d'entreprise de désacralisation de la vie et de banalisation de l'avortement, il y a quelque chose aussi qui sert la marchandisation du monde. À travers cette vision dévalorisée de la vie et cette culture du choix, cette espèce de détachement, libéral de toute transcendance, de toute métaphysique, et tout en disant finalement oui, je supporte sa légalisation parce que je veux pas qu'il y ait des femmes qui meurent dans des conditions sanitaires épouvantables. Ce qui était l'idée de Simone Veil, encore une fois, en 1974, quand elle a fait son discours à l'Assemblée nationale, elle disait l'avortement est au mieux un drame, au mieux un échec, au pire un drame. Et elle dit, elle ne parle jamais une seule fois de droit, elle dit que c'est une loi sanitaire pour faire face à un état d'urgence absolue et pour éviter que des milliers de femmes meurent dans des conditions sanitaires épouvantables. Mais la formulation de cette loi a été revue par la suite. La formulation de cette loi a été revue. Ce qui m'a vraiment scandalisé, c'est quand, justement, par pure mesure idéologique, on a fait de l'avortement un droit fondamental avec la loi de 2014, en supprimant le délai de réflexion, en supprimant le mot détresse de la loi, et en faisant de l'avortement un droit là où il était. Ça, c'est bizarre, cette histoire de délai de réflexion, parce qu'on a dit que c'était infantilisant, mais pourquoi est-ce infantilisant de laisser les gens réfléchir? Parce que on obligeait les femmes à réfléchir. Décider tout de suite. On obligeait les femmes à réfléchir et que finalement ça leur
c'était infantilisant, alors qu'au contraire, moi, je pense que c'est le contraire, c'est de supprimer des réflexions, de penser que les femmes sont pas capables d'avoir un temps de réflexion pour une décision aussi importante, qui est infantilisant. On pense que les femmes sont d'éternels mineurs et qu'elles sont tellement influençables que finalement, faut pas leur laisser le temps de réfléchir, sinon elles vont être influencées par les lobbies réactionnaires qui vont les forcer à garder leurs enfants. Donc il faut absolument qu'elles se décident vite, sinon elles vont être culpabilisées. Et donc c'est vraiment, moi je trouve que c'est méprisant pour la femme, quoi. Et encore une fois, moi, il vaut mieux avorter sans préméditation, pour prendre le langage pénal. C'est ça. On ne peut pas réfléchir au fait que 40 ans après la loi Veil, il y a toujours autant d'avortements en France, justement, alors qu'il y a eu des progrès de la contraception. Est-ce qu'on peut pas appeler ça un problème ? Oui, alors que le but, ça aurait été d'endiguer ça, justement. Et voilà, moi, je me bats pour une vision non idéologique de l'avortement. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un débat sur le sacré de la vie, est-ce que la vie... Enfin là, il y a une position métaphysique qui consiste à croire que la vie est sacrée de sa conception naturelle à sa mort naturelle. Et il y a une conception libérale, c'est-à-dire que la primauté de la liberté individuelle prime sur tout. Mais cette précision de Pasolini, elle est importante, parce que j'ai l'impression que ce qui choquait beaucoup de gens dans les années 70, c'est quand les féministes ne se contentaient pas de dire qu'il fallait tolérer et encadrer juridiquement, politiquement et médicalement l'avortement parce que c'était une réalité, mais qu'elles voulaient en faire un symbole de liberté. C'est des slogans qu'on entend peut-être moins aujourd'hui parce que c'est plus dans les mœurs, mais cette idée de dire un avortement si je veux, quand je veux, cette idée de le brandir non pas contre un problème qu'on va assumer et résoudre, mais comme une espèce d'emblème de fierté. Ce que Pasolini appelle la vision triomphaliste de l'avortement. Oui, ça c'est terrible. D'en faire un progrès absolu sans en mesurer les conséquences. Et il y a encore quand même cette vision-là qui est très prégnante, mais je pense que c'est quand même une vision... c'est une question générationnelle, c'est-à-dire que les femmes d'aujourd'hui sont quand même plus pragmatiques, et puis surtout... L'expérience de l'avortement, il y a peut-être eu, je ne sais pas combien de millions de femmes qui ont avorté depuis la légalisation de l'avortement. Ces millions d'avortements plaident pour finalement une vision pragmatique de l'avortement, parce que toutes les femmes qui ont avorté savent que c'est pas quelque chose de génial. Enfin, à part les féministes idéologiques qui nous disent que c'est génial et qu'elles ont avorté 6 fois et que c'est super. Et je me rappelle, voilà, ce qui m'avait choqué aussi particulièrement, c'est pour les 40 ans de la loi Veil, il y avait un reportage qui était passé sur Arte, qui s'appelait Avortement de points, la loi du silence, qui montrait justement les témoignages d'Allemandes qui avaient avorté et qui témoignaient de la souffrance traumatique que leur avait fait leur avortement, qui n'est pas du tout de milieu catho, on aurait pu les culpabiliser, ou qui venait de milieu libertaire, 68 arts, où au contraire on leur avait dit avorte, c'est génial, il n'y a aucun problème. Et des années après, elles témoignaient en disant voilà, j'ai souffert, tout ça. Et le planning familial et le féminisme avait fait des communiqués pour dénoncer Arte. Ils avaient mis honte à Arte de diffuser un documentaire culpabilisant pour les femmes. C'est toujours ça en fait. Et c'est quand même... C'est la même notion de réflexion qu'il faudrait... non mais j'en dis, mais surtout c'est tellement contradictoire, c'est-à-dire qu'elles disent qu'elles défendent les femmes et leurs souffrances, mais ces femmes-là devraient taire leurs souffrances. D'autant qu'elles se disent pro-choix, mais où est le choix si on permet pas... On n'a pas le droit de parler de la souffrance de l'avortement. Ça c'est quelque chose, parce que ça viendrait... donner des gages à l'ennemi, et que du coup il faut taire, occulter cette souffrance, et on est exactement pareil que dans les viols de Cologne, c'est-à-dire qu'il y a une réalité qu'on doit taire sous prétexte de remettre en question tout l'échafaudage théorique sur lequel on se repose. Donc voilà, si vous êtes fait violer par un migrant, taisez-vous. Si vous allez souffrir de votre avortement, taisez-vous, parce que vous allez remettre en question toute notre idéologie, Vous allez faire le jeu de la réaction. Vous allez faire le jeu du français. Et pareil pour la question du voile. Hein. Je me souviens, à un moment, au débat où j'étais avec Rocaille Diallo et Karine Dehaas, on parlait du voile, donc Rocaille Diallo disait c'est génial, les femmes doivent pouvoir porter le voile, c'est féministe de porter le voile, tout ça. Moi j'avais une position en disant il faut absolument se battre contre les hommes qui obligent les femmes à le porter, mais si c'est un libre choix éclairé, je ne vois pas comment, avec les moyens du droit actuel, on peut l'interdire. Et Karine Dehaas refusait de répondre à la question. Elle a dit je ne veux pas. Elle a commencé par dire moi la religion, de toute façon j'aime pas ça, j'ai dit merde à la religion très jeune. En gros, elle a craché son catholicisme allègrement, mais elle a dit je ne veux pas parler du voile parce que j'ai peur de mettre 10 balles dans la machine du Front National. Voilà. Donc là c'est vraiment on était typiquement dans la soumission, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui passent leur journée à dire que les talons, du rouge à lèvres ou un tablier de cuisine c'est dégradant pour la femme, mais qui n'auront pas un mot pour le voile, alors que dans leur système de pensée à elles, ça devrait être infamant, quoi. Enfin, je vois pas comment elles peuvent dire que le voile n'est pas un symbole du patriarcat, elles qui voient des symboles du patriarcat partout, dans la moindre le moindre slogan Ikea, ou dans le moindre manière de s'habiller, enfin voilà, il y a une espèce de contradiction
mensuétude suspecte. Dernière question pour finir, plus générale. Donc, on signale aussi pour ceux qui ne le sauraient pas que responsable, rédactrice en chef, c'est ça? Oui, j'ai vu de la partie politique de la revue Limite. La revue Limite, dont le 3e numéro est sorti récemment. Donc, c'est une revue, grosso modo, sur les questions environnementales, sur l'écologie. Hein. Pas que environnementale, c'est l'écologie intégrale. Écologie intégrale. Donc, c'est l'idée d'une écologie qui soit justement pas seulement environnementale, mais aussi. D'accord. Cette critique dont on vient de parler, la critique du post-féminisme, la critique du culturalisme, la réhabilitation du donné naturel, est-ce que ça s'inscrit dans une démarche écologique au sens large? Sûr. Bien sûr, et moi je crois que justement il faudrait quasiment parler d'écologie des corps, quoi. C'est-à-dire une espèce de vision de retour à un écosystème plutôt que ça participe de le féminisme est un pan de la civilisation libérale libertaire qui consiste à détruire tout le donné, tout le naturel, que ce soit sous la forme de l'environnement ou la forme de la nature humaine. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est une réhabilitation de la nature, que ce soit la nature biologique ou la nature humaine, donc une protection une protection de l'écosystème qu'est l'écosystème familial et de la relation homme-femme à travers et ça peut passer de choses très concrètes comme par exemple j'en ai parlé des méthodes naturelles ou de la défense parce que dialectiquement c'est la même chose projeté à une autre échelle. Le oikos de écologie, si je ne me trompe pas, c'est le foyer, c'est le ménage, c'est la famille, la maison. Donc, c'est exactement ce qu'on essaie de développer dans la revue, c'est-à-dire une vision justement de l'oikos intégrale, quoi, c'est-à-dire qui balaye tous les plans. Et c'est pour ça que ça s'appelle Limite, c'est la nécessité de repenser la notion de limite, que ce soit la frontière, la limite de la frontière, la limite du foyer, la limite économique, sociale, identitaire, culturelle. D'accord, oui, je vois le nom de Thérèse Argot, on parlait avant elle dans son dernier livre parle de la publique. Exactement, Thérèse Argot, je me suis un peu inspirée d'elle dans tout ce qui est la question de la pilule et de la sexualité, parce qu'elle a fait un remarquable travail, notamment de terrain, sur les conséquences néfastes de la libération sexuelle, notamment sur les femmes. Dans l'adolescence, la manière dont les jeunes filles aujourd'hui sont traitées, ça fait pas très envie, quoi. Enfin, il y a quelque part, on se dit, est-ce que le féminisme a vraiment réussi quand on voit qu'elles sont traitées de salopes et de putes dans les cours de récré Oui, à partir du moment où on supprime la médiation traditionnelle d'une certaine civilité sexuée, on peut vite s'ensauvager, hein, parce que tout ça est quand même culturel aussi. Hein. Bah oui, ça ressort, la barbarie reprend ses droits, et puis et même la disparition, dans Simone de Beauvoir, il y a un mépris pour le travail de la mère au foyer. Elle dit par exemple la mère au foyer ne produit rien. Donc elle reprend le vocabulaire du Capital. Et elle dit la mère au foyer ne produit rien. Et en fait, elle ignore totalement le travail souterrain mais extrêmement fécond de la femme au foyer qui est celui de l'éducation, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a plus d'éducation au foyer puisque les mères travaillent, les deux personnes travaillent au foyer, donc le salariat est imposé à l'intérieur du foyer, et donc finalement il n'y a plus de foyer donc il n'y a plus d'éducation familiale. Donc on laisse l'éducation uniquement en main de l'État, donc on a beau jeu de dire que cette éducation périclite à l'intérieur de l'État, que l'école républicaine est mauvaise aussi, et tout ça, mais il y a aussi je pense que la disparition du foyer et de l'éducation dans la famille est une cause aussi de l'ensauvagement du monde réel, et c'est pas seulement la faute de l'école républicaine. Non, bien sûr, mais du coup l'éducation se divise entre la télévision et le capital d'un côté, puis le najatisme d'État du côté scolaire, c'est vrai que c'est pas très... Donc on est mal barré, Voilà. Je te remercie pour cet entretien. Donc je rappelle que le livre Adieu Mademoiselle est disponible aux éditions du Cerf, ainsi que le troisième numéro de la revue Limite. Alors ça, ou plus difficile à trouver peut-être, sur internet. Dans certaines librairies, il faut se renseigner, sinon sur internet on peut le commander, je crois. Vous pouvez le commander à votre libraire. Voilà. D'accord, donc en librairie c'est quelque chose qu'on peut... Oui, bien sûr, en librairie. Voilà. Très bien, merci.